Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes en direct sur Radio Grand Lac et on est ravis de vous retrouver ce matin pour la deuxième édition de ce format 100% étudiant. Au programme aujourd'hui, une longue page sport dédiée au JO de Pékin avec Yves Dimier qui sera là pour nous apporter son regard d'expert sur cette compétition et sur l'équipe de France de ski alpin. On parlera aussi de musique avec Louana et on prendra la route direction le Maroc et le 4L Trophy avec Mathilde et Jean-Pascal. Morgane et Mathéo seront également là pour vous faire leurs incontournables chroniques culture et sport. Et pour clôturer en beauté cette émission, nous finirons avec une petite touche d'amour et une rubrique spéciale Saint-Valentin. Eh ben on va commencer tout de suite justement avec Yves Dimier. Donc bonjour Yves, merci de nous faire le plaisir d'être avec nous ce matin sur Radio Grand Lac, le 92.1 FM. Yves, je vais faire une courte présentation justement pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas. Donc on rappelle, Yves Dimier, c'est des participations notamment au JO de Lillehammer en équipe de France de ski alpin, des podiums en Coupe du Monde. Il a ensuite raccroché les skis, mais il est resté proche du milieu du ski alpin avec il était directeur technique national en équipe de France et il est aujourd'hui directeur de la station de Valseny depuis 2014. Bonjour Yves. Bonjour à toutes et à tous. Du coup Yves, on va commencer avec une première petite question. Justement, c'est le début des vacances, il fait beau, on a de la neige. Comment ça se passe du côté de Valseny pour vous ? Eh ben vous avez tout résumé, hein. Il fait beau, on a de la neige. Et j'ajouterais qu'on a beaucoup de sourires de nos clients qui sont vraiment heureux cette année de pouvoir retrouver une activité normale avec des remontées mécaniques qui tournent, avec une situation sanitaire qui va quand même dans le bon sens. Donc c'est que du bonheur cette année. Bon, magnifique alors justement. Et on va vous emmener un petit peu plus dans le passé maintenant. Donc on sait que vous avez participé, on l'a dit, au Jeux de Lillehammer en 94. On dit souvent justement pour un sportif, cette compétition c'est un peu le graal de tout sportif dans une carrière. Quelle expérience, quel souvenir vous gardez de cette expérience au Jeux de Lillehammer ? Alors je crois que ce qui détermine vraiment les Jeux Olympiques, c'est vraiment l'échange, le regroupement de nombreux athlètes, de nombreuses disciplines, de tous les pays du monde. C'est vraiment la fête du sport. Et moi, ce que je retiendrai de ces Jeux, au-delà de bien entendu du stress de l'épreuve sportive, c'est vraiment cet échange entre toutes les disciplines et toutes les nations. Et c'est vraiment le point fort des Jeux Olympiques selon moi. Voilà, qu'on se retrouve à la cérémonie d'ouverture, de clôture, où tout le monde échange, mais également dans le village olympique, que ce soit dans les allées, dans les logements, mais également au restaurant. C'est vraiment la fête du sport et ça c'est quelque chose de particulier et unique aux Jeux Olympiques. Et est-ce qu'on peut dire que c'est un temps fort dans votre carrière justement cette participation aux Jeux Olympiques ? Malheureusement, c'est pas un très bon souvenir sportif pour moi. J'étais blessé à l'époque, donc j'avais mal au dos. Donc je préfère garder justement ce bon côté de la fête sportive que plutôt la course en elle-même, puisque j'étais diminué. Voilà, mais ça restera quand même un temps fort parce que Jeux Olympiques, parce qu'un événement planétaire et d'échanges incroyables. Et du coup, justement, vous parlez des Jeux, mais vous avez aussi fait des Coupes du Monde. Qu'est-ce qui change justement dans la préparation des Jeux Olympiques ? On sait qu'on est en plein dedans en ce moment avec Pékin 2022. Est-ce que c'est un stress, une certaine appréhension avant d'y aller par rapport à une Coupe du Monde ? On imagine, vu que c'est que tous les 4 ans, l'expérience est assez rare, on va dire en quelque sorte. Oui, ça n'a quand même rien à voir. On le voit actuellement avec les Jeux de Pékin, mais à chaque fois qu'il y a les Jeux Olympiques, c'est quand même un événement majeur. Il y a beaucoup plus de médias, beaucoup plus d'attentes du coup de l'opinion publique, donc une pression qui n'a rien à voir avec les épreuves qu'on peut gérer régulièrement comme les Coupes du Monde, même si en ski alpin les meilleurs skieurs sont toujours présents, donc tous les week-ends. Sportivement, c'est à peu près la même chose que les JO, mais l'environnement n'a rien à voir. Voilà, il y a beaucoup plus de pression aux Jeux Olympiques, c'est indéniable. Et justement, vous avez parlé des Jeux Olympiques de Pékin. On va vous emmener un petit peu plus dans l'actualité. On va faire un point avec vous du début de campagne et de quinzaine de nos Bleus. Il y a eu des déceptions, il y a eu des exploits avec notamment Johan Claret. Est-ce que vous avez un petit mot sur ce début de quinzaine pour l'équipe de France de ski alpin ?
Oui, alors l'équipe de France de ski alpin, elle a une magnifique médaille du vétéran, Yoann Claret, c'était magnifique. Je me suis personnellement levé et je n'ai pas regretté, même si mes journées sont très actives actuellement. C'était un beau spectacle et puis un magnifique médaillé, Yoann, qui lance bien cette équipe de France de ski alpin. De toute façon, on le sait, il y a toujours un peu de réussite, un peu de déception. C'est le cas de Tessa qui aurait pu ramener une médaille, mais voilà, c'est le jeu. Elle est tombée. Pinturo, cette nuit, qui aurait pu aussi viser une médaille en Super G, ne l'a pas faite, mais bon, il est présent et il reste encore pas mal d'épreuves et ça peut sourire. Vous l'avez dit justement, il reste encore pas mal d'épreuves et restez avec nous, Yves. On va tout de suite partir avec Mathéo pour un point rapide sur les autres résultats des Français en ski alpin justement ces derniers jours. Oui, tout à fait. Du coup, concernant la descente homme, très belle course du Français Yoann Claret. 11e place de Maxence Musaton, Blaise Gizendanner et Mathieu Bellet qui terminent à la 26 et la 20e place. Concernant le slalom géant, déception pour Tessa Worley. On continue avec du coup la 17e place de Coralie Fras-Sombé et la 19e place de Clara Direz. Concernant le Super G qui s'est déroulé cette nuit, triste résultat pour les tricolores. Le premier français n'est que 9e, Blaise Gizendanner. 11e place pour Pinturo, comme on l'a dit, avec une 26e position pour Nice Allègre, puis Mathieu Bellet qui est sorti du parcours. Ok, très bien, merci Mathéo. On te remercie pour ce petit point. Yves, est-ce que vous êtes encore avec nous ? Je suis encore avec vous, tout Parfait. à fait. Magnifique. Du coup, on va revenir justement sur la belle performance de Yoann Claret qui a empoché une belle médaille d'argent à 41 ans. Ça devient l'athlète, le plus vieil athlète à décrocher une médaille olympique justement cette année à Pékin. Justement, selon vous, comment c'est possible ? Comment on fait pour garder la forme à cet âge-là et pour encore performer comme il le fait ? Il ne le fait pas seulement en JO, il le fait encore en Coupe du Monde aujourd'hui. Je dirais que déjà c'est pas donné à tout le monde, parce qu'on sait que le ski et le ski alpin particulièrement est quand même un sport qui demande beaucoup physiquement. Le corps doit vraiment tenir. Les athlètes comme Yoann descendent à plus de 130, 150 km/h certaines fois sans aucune protection, font des sauts de plus de 40 mètres. Donc il faut physiquement être vraiment là. Et puis mentalement également, Yoann l'a dit après sa médaille, ça lui demande de plus en plus d'énergie même mentale pour mettre tout en place pour faire ses résultats. Donc c'est assez remarquable, même très très remarquable ce que fait Yoann à 41 ans. Il arrive à tout mettre en place malgré la fatigue physique, malgré la fatigue mentale pour être là le jour J et vraiment chapeau à lui. Et on a parlé de longévité avec Yoann Claret, mais au niveau de la jeunesse, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des jeunes qui vont venir bousculer un petit peu la hiérarchie ? Qui seront un petit peu les nouveaux Pinturo ? Alors des nouveaux Pinturo, je ne sais pas s'il y en aura, parce que Pinturo c'est quand même un athlète exceptionnel, toute nation confondue. Il a un palmarès gigantesque. Par contre, il y a des jeunes comme Clément Noël qui sont vraiment forts. On l'a vu, malheureusement il est sorti 2 fois en descente et en Super G, mais quelqu'un comme Mathieu Bellet a le potentiel pour faire de gros résultats. Ensuite, il faudra attendre. Je pense qu'il y a quand même un peu de travail, même beaucoup de travail pour que l'équipe de France arrive à avoir cette densité qui fait qu'elle sera régulièrement sur les podiums, que ce soit chez les filles ou chez les garçons et dans toutes les disciplines. C'est pas si simple. Il y a quand même du travail. Là, on sait qu'il y a l'après de Tessa Worley, notamment chez les filles, sera pas simple. Et est-ce que justement cette notion de travail, elle devrait pas arriver plus tôt, qu'elle soit mise un petit peu au cœur de l'éducation, parce qu'on sait que la France est un petit peu en retard par rapport aux pays voisins qui sont l'Autriche, la Suisse, l'Italie, dans lesquels le ski est une véritable tradition et le ski est véritablement au cœur de l'éducation des jeunes. Est-ce que c'est ça qui manque à l'équipe de France aujourd'hui pour avoir un plus gros réservoir de jeunes skieurs ? C'est certain. Plus on a un gros réservoir, plus on a de chances d'avoir des résultats, des médailles. Effectivement, la France est une des grosses nations du ski, en tous les cas en termes d'activité, d'économie.
pour ce qui est des équipes de France, oui, effectivement, on attend toujours plus. Bon, c'est quand même une bonne équipe qu'il y a actuellement, mais c'est vrai qu'on aimerait avoir plus de densité pour avoir plus de résultats et puis surtout une continuité, puisqu'on se rend bien compte que notamment dans certaines disciplines et dans certains genres, c'est pas toujours le cas. Et on va changer un petit peu de saison. On va passer sur les Jeux d'été. On sait que vous êtes très investi dans l'organisation des Jeux de Paris 2024, Yves Dimier. Justement, avant de vous lancer et repartir dans vos montagnes, est-ce que, ce n'est pas, on va dire que c'est pas des Jeux d'hiver, mais est-ce que vous êtes autant mobilisé justement pour ces Jeux de Paris 2024? Selon vous, est-ce que ça va donner, est-ce que ça peut être une grande vitrine pour l'équipe de France et pour la France en général dans le monde entier, ces Jeux en 2024 à Paris? Alors je suis forcément moins impliqué dans les Jeux d'hiver, puisque j'ai été impliqué en tant qu'organisateur des Jeux de Sotchi, mais voilà, je suis avant tout un amoureux du sport, et je pense que cet événement à Paris va permettre à la France de rayonner, va permettre à tous les sportifs français qui soient pratiquants de disciplines d'été ou d'hiver de se mettre en avant, de se motiver. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Avant les Jeux de Paris, je voudrais parler aussi d'un bel événement qui va arriver. C'est les championnats du monde de ski alpin Courchevel-Méribel 2023. Donc ça, ce sont des beaux événements qui font que la France va rayonner et que les sportifs français vont rayonner. Eh ben, on va vous remercier, Yves Dimier, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce matin. Mais on a une petite dernière question, justement. Vous revenez quand vous voulez sur la radio, mais justement, dernière question, vous avez prévu quoi cet après-midi? Est-ce que vous avez prévu d'aller sur les planches, ou justement, comme vous l'avez dit, vos journées sont plutôt, on va dire, très très chargées? Alors là, pour tout vous dire, j'ai une vue magnifique sur le domaine skiable de Valseny, de la neige de partout, du soleil, des clients. J'adorerais sortir de mon bureau, mais non, il faut dire ce qui est. On a quand même beaucoup de travail au bureau, beaucoup d'administratifs. Mais par contre, ce que je vous propose, c'est d'offrir à deux de vos auditeurs des forfaits journée pour Valseny. Ils en profiteront à ma place. Eh ben, c'est super gentil à vous. Eh ben, écoutez, si vous voulez remporter les 2 forfaits que Yves Dimier nous offre, appelez le standard de Radio Grand Lac. C'est le 04 79 63 16 71. Le premier à appeler sera celui qui va remporter les 2 forfaits. Merci à vous, Yves, en tout cas, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Ça a été un honneur de nous avoir à nos côtés ce matin. Et puis, si vous voulez revenir, vous êtes le bienvenu quand vous voulez. Et puis, on vous souhaite une très bonne journée. C'est gentil, c'était un plaisir. Merci, Yves. À bientôt. Et on va partir tout de suite avec Mathéo. On a beaucoup parlé de ski alpin, mais dans les autres disciplines, ça a donné quoi pour nos Français, Mathéo? Eh ben alors ce matin, en biathlon individuel, super course de Quentin Fillon-Maillet qui décroche l'or. Malgré 2 fautes au tir, il réussit quand même à se hisser sur la plus haute marche du podium, avec d'autres bons résultats comme Fabien Claude qui finit 9e et Simon Destieux 17e. On rappelle aussi en relais mixte avec une magnifique 2e place des Français, Anaïs Chevalier, Julia Simon, Emilia Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet. Et 2e médaille du coup pour Anaïs Chevalier en individuel, qui décroche la médaille d'argent à cette dernière course. Julia Simon qui termine 21e après 3 minutes de la championne olympique Denise Herrmann. Eh ben c'est top, ça fonctionne plutôt bien pour nos Français. Qu'est-ce que dit la suite, Mathéo? La suite, on continue avec du coup le ski freestyle avec une très belle performance ce matin sur le Big Air avec une 2e place magnifique pour Tesle 2 à seulement 20 ans. Les espoirs français continuent d'être là et d'être présents sur les championnats du monde. Et on rappelle aussi 2 belles performances, les 2 4e places de Benjamin Cavé et Perrine Lafont. Bon, et puis toi, j'imagine le rugbyman de l'équipe, t'as envie de faire un petit clin d'œil à nos Bleus qui ont eu du mal à se mettre en route face à l'Italie ce dimanche, mais qui ont fini par l'emporter. Oui, tout à fait. Belle victoire des Français, 37-10. Malgré beaucoup de petites erreurs, le point de bonus offensif est là. Place à la rencontre face à l'Irlande le week-end prochain. Il va falloir être plus incisif, plus décisif aussi, car on le rappelle, les Irlandais, des très belles démonstrations contre les Gallois ce week-end avec une large victoire 29-7. Petit rappel aussi des exploits des Écossais qui sont vainqueurs de la Calcutta Cup contre les Anglais 20-17 ce week-end. Eh ben écoute Mathéo, merci beaucoup pour cette rubrique très complète. Et Pablo, qu'est-ce qu'on va écouter justement, parce qu'on va se quitter, on va faire une petite pause musicale. Qu'est-ce qu'on écoute? Eh ben justement, on va écouter Ava Max et Every Time I'm Cry d'Ava Max tout de suite sur Radio Grand Lac.
Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Vous êtes bien avec nous sur Radio Grand Lac sur le 92.1 FM pour l'émission 100% étudiante avec Pablo et Julien. On va tout de suite revenir sur le concours. On a Loris qui a remporté les places. On remercie tous ceux qui ont pu nous appeler récemment. Et c'est Mathilde aussi qui a gagné. On félicite Mathilde pour les forfaits de ski à Valsonnet. On remercie encore Yves Dimier s'il nous écoute encore de nous avoir offert ces 2 forfaits. Et tout de suite, on est avec Louana. Salut Louana. Salut. Donc Louana, justement jeune étudiante à l'INSEC de Chambéry, amoureuse de ski, et justement elle va venir nous proposer une petite chronique musicale, un petit peu à jeu de la musique, Louana. Déjà, donc on va commencer. Première question, Louana, déjà, depuis combien de temps justement tu t'es lancée dans la musique et pourquoi t'être lancée dans cette passion? Alors, ça fait 12 ans que je joue de la guitare. J'ai commencé avec une prof parce que j'avais envie de jouer un instrument. Et au début, je chantais pas du tout, je faisais que du classique. Et puis finalement, j'ai découvert que je savais chanter un petit peu. Et du coup, ma prof, elle m'a encouragée à jouer, à chanter et à m'accompagner. Et maintenant, je suis un peu toute seule et je chante ce que j'ai envie de chanter. Et qu'est-ce qui t'a donné réellement envie de commencer le chant et la musique en général? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou c'est venu comme ça depuis tout petit, tu t'es mise à jouer comme ça et ça t'a plu? Je chantais petite avec mes parents, je sais que j'aimais bien chanter. Après la musique, non, c'est venu après. J'ai eu envie de faire de la guitare parce que dans mon entourage ça jouait aussi. Et je me suis dit pourquoi pas. Justement, tu vas nous jouer après un petit morceau de guitare, mais pourquoi la guitare et pas un autre instrument? Est-ce que tu as déjà essayé d'autres instruments ou ça s'est venu assez rapidement pour la guitare? La guitare, ouais, comme je l'ai dit, c'était dans mon entourage, on jouait aussi. J'avais un copain d'enfance qui jouait aussi. Je trouvais ça trop cool. Je me suis dit, allez, j'aimerais bien en faire aussi. Après, je m'étais acheté un piano. J'ai jamais réussi à en faire. Non, j'avais pas de prof. Le piano, c'était assez. Ça demandait du temps et j'en avais pas beaucoup. Et du coup, non, je suis restée sur la guitare et j'ai continué à jouer toute seule après les cours, après le ski. C'est sympa aussi. C'est sympa aussi. Et puis toi, justement, qu'est-ce que tu aimes chanter? Et pourquoi? Quels sont les thèmes que tu aimes aborder dans tes chansons, etc. Est-ce qu'il y a des thèmes en particulier, justement, qui t'intéressent? Ou est-ce que tu chantes comme ça, un petit peu au feeling, ce qui te plaît, ce qui te plaît pas? Non, je chante particulièrement les chansons que j'écoute, celles où je sais que ma voix, elle pourrait poser pas mal dessus. Après, j'ai pas forcément de thème. Je peux chanter des chansons un peu rythmées, comme des chansons plus tristes ou plus calmes. Ok, et puis justement, tu chantes un peu de tout, mais la musique, toi, ça t'apporte quoi? Pourquoi c'est dans des moments où justement tu veux te poser et tu chantes, ou c'est vraiment ça vient comme ça et... Ça dépend des moments. Il y a des fois j'ai envie de jouer et je vais prendre ma guitare et je vais chanter. Après, ça libère aussi quand ça va pas, c'est pas mal. Et est-ce que c'est justement pour rebondir sur ce que tu dis, ça te libère quand tu es mal ou pas mal? Est-ce que c'est aussi un moyen d'évasion? Par exemple, je sais pas, quand tu sors de cours, t'as envie de te vider la tête après une journée chargée ou une journée un peu moins chargée. Est-ce que c'est un moyen justement pour toi de décompresser après les cours ou après une journée normale, typique? Oui. Après, je joue pas tous les jours non plus, mais c'est vrai que des fois quand j'ai eu une grosse journée et tout, j'aime bien chanter un peu. Ça permet de me changer les idées. Justement, on parlait des cours et il me semble que tu sais un parcours international business à l'INSEC, donc tu maîtrises aussi bien l'anglais comme le français. Tu préfères toi justement chanter comment? En anglais ou en français plutôt? Je chante beaucoup de chansons en anglais. J'ai beaucoup de chansons en anglais, mais récemment je me suis mis aux chansons françaises parce que je trouve que ça transmet plus en fait. Ouais. Quand on comprend pas bien l'anglais, je trouve que le français il permet de transmettre plus d'émotions aussi. Et justement, est-ce que tu te produis? Ou est-ce que c'est vraiment pour ton plaisir personnel? Ou est-ce qu'il t'arrive de te produire devant tes amis ou dans des bars, dans des choses comme ça? Ou est-ce que c'est vraiment par pur plaisir personnel dans ta chambre, toute seule ou devant des amis? Je chantais beaucoup toute seule pour moi. Et puis ma prof de guitare, elle m'a encouragée à chanter devant les autres. Et on faisait des petits spectacles de guitare à la fin de l'année. Donc c'est là où j'ai commencé à chanter un peu devant plus de monde. Et puis oui, après des fois on fait des petites soirées musique avec les copains, mais sinon je me suis jamais produit devant beaucoup de monde non plus. Et justement, est-ce que tu as un style musical que tu affectionnes plus qu'un autre ou pas forcément? Non, pas spécialement. Moi j'écoute de tout et ouais. Je peux être capable de chanter de tout aussi.
si c'est adapté à ce que j'aime faire et si c'est adapté aux capacités de ma voix aussi. Et est-ce que tu as des artistes qui t'ont inspiré justement, qui te donnent envie de continuer le chant ou qui t'inspirent dans la vie? Tu te dis j'ai écouté telle personne, ça m'a donné plus envie d'aller dans ce style musical plutôt qu'un autre. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré? Il y a beaucoup de personnes qui sont inspirantes dans le sens où elles savent écrire, elles savent composer et c'est quelque chose que je respecte beaucoup parce que je suis incapable de le faire et je respecte toutes les personnes qui ont vraiment écrit et composé leurs chansons parce que c'est très très dur à faire. J'ai essayé mais c'est très très dur à faire et je respecte tous les artistes. Beaucoup d'artistes sont inspirants dans leur ensemble en fait. Et bien justement, on voulait te parler de composition et t'as dit que t'avais déjà essayé. Qu'est-ce qui a pas marché? Est-ce que ça te plaît de composer même si tu n'y es pas arrivé totalement, ou est-ce que c'est quelque chose que tu envisages par la suite de composer tes propres musiques, ou est-ce que vraiment c'est un plaisir? Alors j'aime beaucoup écrire moi en général et j'ai essayé d'écrire des chansons mais à chaque fois j'ai une pression de c'est pas assez bien. Et constamment en fait je me remets en question sur ce que j'ai écrit et du coup je continue pas et je m'arrête là. Mais récemment avec des copains on a écrit un truc et c'était plutôt pas mal au final. On a composé avec une production derrière et j'ai juste posé des paroles avec une musique, un air et ça rendait plutôt pas mal. Donc toi tu étais plus dans le chant avec tes amis, c'est une belle expérience. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus justement, comment vous avez fait tous ensemble pour créer ce morceau musical, comment vous avez procédé, comment vous y êtes pris? Eh ben ça vous est venu comme ça, non, j'imagine? Ils sont plus dans la musique que moi. Il y en a un qui compose des productions et il avait fait une production et moi je me suis dit mais ça serait trop cool de mettre une voix un peu féminine aussi dessus. Et je me suis dit qu'il fallait que j'écrive pour ça parce que sans parole c'était un peu bizarre. Et je me suis mis dans mon lit, j'ai pensé à quelques phrases, j'ai commencé à écrire. Et puis finalement en 2 jours j'ai été plutôt inspirée et j'ai réussi à écrire un texte un peu plus long qu'on a essayé le lendemain sur la production. Et puis ça nous a fait un rendu. On était assez contents du rendu finalement. Et donc le rendu vous l'avez diffusé sur des plateformes, est-ce qu'il est accessible ou il est vraiment qu'entre vous pour le moment? Non, pour l'instant, on a juste ça dans les disques durs et ça s'arrête là. Pourquoi pas venir nous le jouer un jour ici, avec eux? Pourquoi pas? C'est déjà pas mal. Et écoute, Loana, est-ce que tu te sens prête justement pour nous faire un petit live après? Oui. Et on va ouvrir notre page culture, le temps que tu te prépares. Et puis on va laisser la parole à Morgane. Morgane qui arrive, elle va s'installer juste ici, on va lui laisser le temps de s'installer quand même un petit peu et elle va nous parler de toute l'actualité culturelle qu'il y a en Savoie et Haute-Savoie. Elle va nous présenter un petit peu tout ça, que ce soit pour l'Saint-Valentin, tout ce qui est humour, tout ce qui est aussi activité sportive. Elle va vous résumer un petit peu tout ça pour savoir ce que vous allez pouvoir faire pendant ce mois-ci. Salut Morgane, ça va Morgane? Salut, ça va et toi? Ça va. Tu es prête? Carrément. Allez. Aujourd'hui on va commencer je crois avec une petite touche d'amour, c'est ça ta rubrique aujourd'hui? C'est ça, exactement. La Saint-Valentin, comme tu sais, elle arrive à grands pas. Je vais donc vous proposer plusieurs activités à faire avec votre moitié. Bon, bien sûr, si des célibataires nous écoutent, pas de souci, vous pouvez le faire avec vos amis. Tout d'abord, si vous voulez partager un moment détente, sachez que tous les jours, durant le mois de février, la ville d'Annecy vous propose de pratiquer le yoga avec une professionnelle. Pour 30 € seulement par personne, vous profitez également d'une initiation à la méditation. Et puis, cerise sur le gâteau, vous aurez un accès pendant 1 heure au spa avec un espace aquatique proposant sauna, hammam et jacuzzi avant ou après la séance. Pour plus d'informations, rendez-vous directement sur le site officiel de la ville d'Annecy. Le yoga, justement, c'est relaxant, ça fait du bien, mais est-ce que tu aurais justement une activité un petit peu plus dynamique à nous proposer? Mais bien sûr, Pablo, après le Cannes, place à une activité un peu plus sportive. Le Laser Game Evolution de l'Aravoir ouvre ses portes tous les jours durant les vacances scolaires. Petite précision, le Laser Game Evolution est un jeu de tir où plusieurs joueurs s'affrontent. Quel que soit le nombre de joueurs dans la partie, il est possible de jouer en individuel ou en répartissant les joueurs dans différentes équipes. Le but du jeu étant de marquer un maximum de points. Alors Pablo, est-ce que vous allez remporter la partie? Le tarif est de 9 € seulement pour une partie de 20 minutes et ce laser game est ouvert tous les jours durant les vacances scolaires et du mercredi au dimanche le reste du temps.
Et ben justement, on a moyen de rigoler aussi pendant le laser game, mais est-ce que justement pour un spectacle, est-ce que tu as quelque chose à nous proposer au niveau de l'humour? Et bah carrément, si vous voulez rire, sachez que demain à 20h, Kairon sera en spectacle à Annecy. C'est un humoriste qui pourrait d'ailleurs rentrer dans les livres des records puisqu'il est le seul homme à proposer un spectacle de 60 minutes en impro totale. Alors demain, Pablo, n'ayez pas le malheur d'arriver en retard car Kairon ne va pas vous louper. Donc rendez-vous demain à 20h à Annecy pour vivre un spectacle exceptionnel. Eh ben très bien, du coup merci Morgane, c'est parfait pour cette chronique justement comme d'habitude. Luana, est-ce que t'es prête? Oui, oui. Eh ben le studio est à toi, on te laisse faire, à toi. Je me souviens de tes poèmes et de la lumière dans tes yeux. Je me souviens de tes je t'aime que tu balançais comme des vœux. As-tu un jour voulu qu'on s'aime, des pétales et des jours heureux? Où savais-tu tous les problèmes? As-tu jeté l'idée au feu? Au feu. Et c'était de l'or, tu sais. C'était comme de l'or, notre histoire. Et si jamais, si je m'en sors à peu près, ne t'en fais pas, qu'un jour ou l'autre, je te retrouverai, je te retrouverai. Ah, 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 si je m'en sors à peu près, ne t'en fais pas, qu'un jour ou l'autre, je te retrouverai, je te retrouverai. Eh ben merci beaucoup Luana. On peut l'applaudir sur le plateau. Eh ben Luana, j'ai une petite question à te poser. Après ce show, ce live, c'est ton premier j'imagine à la radio? Oui, non, j'ai jamais fait ça. Et bah, qu'est-ce que tu as ressenti sur le plateau? Qu'est-ce que ça t'a fait de jouer en direct comme ça? C'est stressant un peu. Un petit peu stressant? Un peu, ouais. On se rend pas compte qu'il y a des gens derrière, mais ouais, ça reste stressant parce qu'il y a du matériel, parce qu'il y a des gens autour et c'est stressant, ouais. Est-ce que tu vas en garder quand même un bon souvenir de cette première radio justement en live ici avec nous? Ouais, non, c'était super cool. Merci beaucoup. On a bien apprécié aussi, hein, carrément. Félicitations. Félicitations, on peut l'applaudir encore une fois. Et bah justement, on va accueillir dans quelques instants Mathilde. Mathilde qui a participé au 4L Trophy en 2019 et qui est une jeune étudiante à l'INSEC de Chambéry. On va lui laisser le temps de s'installer, elle vient d'arriver dans le studio. Et elle va nous parler de tout son vécu justement sur ce 4L Trophy qu'elle a vécu avec son grand frère. Si je ne dis pas de bêtises, elle me corrigera si j'ai dit une petite sottise en direct. Mathilde, comment tu vas? Salut Julien, ça va et toi? Eh bah écoute, tu as réalisé du coup, comme je le disais, le 4L Trophy en 2019 oui, avec ton grand frère, si je ne dis pas de bêtises, je voulais vérifier. C'est exactement ça. Et je crois, avant de commencer de rentrer dans les détails, que tu as une petite anecdote à nous raconter, parce qu'à la base, tu devais pas le faire avec ton grand frère, il me semble, c'est ça? C'est ça. À la base, je devais le faire avec une copine de classe au lycée. J'étais en terminale et elle a pas passé le permis, elle a pas eu le code en fait. Et du coup, je me suis retrouvée toute seule. Et au mois d'août, c'était un peu la panique. Je me suis dit, mais avec qui je vais le faire et tout ça. Et j'étais sur la plage avec ma mère et ma mère m'a dit, propose-le à ton frère. J'ai dit, ok, allez, on fait que de se disputer, ça va nous rapprocher. Et du coup, justement, on a parlé de cette petite anecdote, mais qu'est-ce que c'est le 4L Trophy? On en parle, mais peu d'auditeurs savent ce que c'est. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement le projet? Alors, le 4L Trophy, c'est une aventure humanitaire qui se déroule donc de Biarritz jusqu'à Marrakech. En fait, on part de Biarritz, on traverse l'Espagne en 4L. Il y a 1500 4L, donc à 2 dans chaque 4L, on est 3000.
On part, donc on arrive au Maroc, c'est ça, oui. Après, on fait une course d'orientation dans le désert marocain. Et ensuite, on finit à Marrakech. Et tout ça avec des fournitures scolaires pour les enfants défavorisés du Maroc. Et justement, comment vous faites pour récolter toutes ces fournitures? Est-ce qu'il y a des quêtes qui sont menées avant, dans les endroits où vous êtes, les différents endroits où vous pouvez être dans vos études ou même dans la vie de tous les jours? Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récolté donc des fournitures scolaires plus 10 kilos de nourriture qu'on a apporté à Biarritz, qui sont récoltées donc pour la nourriture à Biarritz, et les fournitures scolaires sont apportées dans le désert marocain, dans nos 4L. Après, on a eu 10 000 euros de budget de sponsor pour notre 4L, justement. Et comment t'es venue l'idée, tout simplement, de participer à une telle aventure, à une telle expérience de vie? Alors, c'était en cours d'histoire au lycée. J'ai une prof qui nous en a parlé et je me suis dit, mais ça me correspond, j'aime l'aventure, j'aime le côté humanitaire, donc ça m'intéresse, je veux le faire. Et justement, il y a une certaine dimension solidaire. Est-ce que tu l'as ressenti tout au long de ton trajet là-bas? Ouais, là-bas, on l'a bien ressenti, surtout le premier jour dans le désert où on s'est retrouvé avec les enfants, avec les gens de l'association 4L Trophy. Donc là-bas, on a vraiment eu ce côté solidarité avec tous ces gens. On a pu jouer avec les enfants marocains et faire des rencontres extraordinaires. Et quel souvenir tu gardes un petit peu de cette expérience? Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, sur le plan personnel ou même dans la vie de tous les jours? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose en particulier? De me réconcilier avec mon frère dans un premier temps, parce que 6000 km avec la même personne dans une 4L, vous vous doutez bien que faut s'entendre. Forcément. Après, ça m'a aussi appris à conduire une voiture autre que la mienne. J'avoue que j'ai eu du mal. Et non, après, ça a été vraiment une aventure extraordinaire. Je garde un souvenir absolument génial de ces 2 semaines dans le désert. Et justement, c'est un gros projet. Il faut réunir un bon nombre de sponsors. Comment vous êtes débrouillé justement avec ton frère pour avoir un maximum de sponsors pour vous financer ce projet? Alors moi, à l'époque, j'habitais à Bordeaux. Lui, il habitait à Chambéry. Et mon grand-père en Normandie qui nous a beaucoup aidés. Du coup, dans ces 3 régions, on a récolté au total 10 000 euros de sponsors qui nous ont servi donc pour les fournitures scolaires, la nourriture, l'essence durant notre voyage, réparer la 4L aussi, parce qu'il fallait la préparer pour aller dans le désert. Et voilà. Justement, tu parles de la 4L à réparer. Comment ça se procède? Est-ce que vous avez tout fait vous ou vous avez eu des connaissances qui vous ont aidé? Non, alors on a eu la chance d'avoir un sponsor qui était un lycée technique qui nous a fait toute la réparation de la 4L et toute la préparation pour aller dans le désert, parce que tu te doutes bien qu'il faut une préparation un peu spécifique pour rouler dans le désert. Ce qui était pas top au final, vu qu'on a eu quelques petits soucis. Et justement, les soucis, est-ce que ça fait partie des anecdotes? Est-ce que tu as une anecdote sur des petits soucis que tu as rencontrés pendant la compétition que tu pourrais nous apporter en direct? Ouais, la voiture qui prend feu sur l'autoroute avec nous dedans. Ah, ça commence bien, ça met dans de bonnes conditions. C'était à la fin, heureusement, sinon je pense qu'on n'aurait pas fini le 4L. Après, le compteur aussi, au bout de 3 jours, qui tombe en panne et du coup... plus de classement pour nous, parce que le classement, c'est aussi une compétition, le 4L Trophy, et le classement se fait au nombre de kilomètres par jour sur chaque 4L, donc plus de compteur, plus de classement. Et vous étiez livré à vous-même là-bas, ou est-ce que par exemple il y avait des points d'arrêt comme on peut faire par exemple sur une plus grande compétition à plus grande échelle, le Dakar? Est-ce qu'il y avait des points de ralliement, des étapes par jour, où vous rouliez tout seul, vous aviez un point et vous devez rallier le point à la fin d'une quinzaine de jours ou d'une dizaine de jours? Non, alors chaque jour on avait un book avec des consignes à faire, donc des endroits à rallier avec notre boussole. Donc c'était moi qui gérais la boussole. Et donc on faisait nos petites courses dans le désert. Et ensuite le soir, on avait un bivouac organisé à chaque endroit différent jusqu'à Marrakech, l'arrivée. Ok. Et on imagine forcément qu'il y a des paysages magnifiques tout au long du trajet. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué plus que d'autres ou même plusieurs? Alors j'ai le souvenir d'un grand lac où on a eu la chance de pouvoir se doucher, parce qu'il faut savoir que pendant 2 semaines on se douche avec un tuyau d'arrosage. On est 3000 sur le 4L Trophy, donc il y a compliqué. Je crois 10 tuyaux pour 3000 personnes, ça fait pas beaucoup. Donc je me souviens qu'il y avait eu un lac dans le désert, c'était magnifique. Après on a fait les dunes d'or de Merzouga, c'était vraiment super beau. Et un autre endroit qui m'a marqué, c'était la première étape, Boulajoul, où il faisait -10 la nuit.
En effet, ouais. Et justement, tu parles des souvenirs au niveau du paysage, mais est-ce que justement avec des enfants, est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué pour toute ta vie? Oui, ça m'a marqué énormément parce qu'on a pu voir que ils étaient vraiment heureux de nous voir et ils étaient vraiment très contents qu'on leur apporte des fournitures scolaires et ça fait plaisir de pouvoir faire ça. Et moi j'ai envie de revenir sur les dunes, le sable. Il me semble que vous êtes resté coincé quelques jours dans le sable, vous êtes tombé dans un piège à sable, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, j'ai été au contrôle de la boussole et tout ça et mon frère m'a pas écouté. Et il m'a dit ah non mais on va couper, on va aller à tel endroit, ça ira plus vite, on sera au meilleur dans le classement. J'ai dit ouais c'est ça ouais. Et je lui ai dit non n'y va pas. Et en fait il y est allé et on est tombé dans un trou de sable, sauf qu'il y avait des murs un peu de sable de 2 mètres autour de nous. On était ensablés à 2 voitures là-dedans et obligés d'appeler l'assistance qui nous ont jamais trouvés. Et du coup obligés de courir dans le désert pour essayer de retrouver la voiture de l'assistance et se faire dépanner, sinon ils envoyaient l'hélico. Donc le sable, c'est joli, les dunes, c'est sympa aussi dans le paysage, mais bon, on en garde un souvenir un petit peu mitigé alors. Pas trop quand même. Et Mathilde, vas-y, Pablo. J'avais une autre question justement, mais une fois qu'on finit le 4L Trophy, comment tu t'es senti? Est-ce que c'était un soulagement parce que ça doit être quand même assez éprouvant ou justement t'étais vraiment heureuse de l'avoir fini et plutôt contente avec ton frère? Alors, à la fois, j'étais très contente que ça soit fini parce que du coup, la voiture qui prend feu, être coincée dans le sable et tout ça, c'était un peu fatigant et j'en avais un peu marre. Mais à la fois, j'étais très triste parce que rentrer en France, c'était pas très rigolo, retourner à l'école non plus. Et j'ai eu envie de le refaire l'année d'après, mais la 4L était dans un sale état et ça fait maintenant 3 ans et elle vient juste de sortir du garage de mon grand-père, elle est refaite à neuf. Et est-ce que tu comptes la refaire dans quelques années? Pourquoi pas trouver quelqu'un d'autre et retaper complètement la 4L et repartir de plus belle? J'aimerais bien, ouais, mais je suis pas capable de conduire la 4L, je pense. Du coup, faut un bon conducteur avec moi. Ok, donc faudra trouver la bonne personne, c'est ça. Et Mathilde, écoute, ne bouge pas, reste avec nous. On va faire une petite une petite pause musicale, et puis on va accueillir un nouvel invité qui lui va partir dans quelques jours, dans quelques mois, justement en mai 2022, et on va te garder pour justement lui apporter quelques conseils et quelques quelques petits conseils pour l'aiguiller sur cette compétition. Donc ne bouge pas, reste avec nous et on va faire tout de suite une petite pause musicale et on va écouter Lazara, Tu t'en iras. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Vous êtes de retour sur Radio Grand Lac, vous êtes en direct sur le canal 92.1 et on est de retour avec Mathilde dans le studio et on va accueillir un nouvel invité, Jean-Pascal. Salut Jean-Pascal, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends, ouais. Bonjour Jean-Pascal, ça va? Salut, ça va bien? Ça va, merci. Alors Jean-Pascal, c'est un jeune étudiant qui est en école de commerce à Lyon et qui s'apprête à partir avec Brice, son copilote, réaliser le 4L Trophy 2022 et donc le départ a été reporté à mai 2022 et là il devait déjà partir en février. Donc Jean-Pascal, comment est-ce que tu as vécu un petit peu ce report? Est-ce que j'imagine que tu es encore plus excité d'y aller? T'es impatient d'y aller maintenant vu que ça a été reporté. Comment tu abordes et tu attends cette compétition? Alors tout à fait, franchement, ça fait déjà quelques mois, je pense qu'on est vraiment impatient de partir forcément à l'aventure. Maintenant, quand ils nous ont annoncé le report du 4L Trophy, honnêtement, pour moi en tout cas, ça a été un vrai soulagement parce qu'on n'était pas tout à fait prêts. Même si à l'heure d'aujourd'hui, on pourrait partir finalement en février. Pour moi, on n'était pas tout à fait prêts. Il nous manquait quelques sponsors. Et puis, même au niveau de la préparation de la 4L, Brice n'a pas encore eu la 4L, mon copilote. Donc, je pense qu'on avait besoin de ce petit temps en plus. Donc, ça a été un vrai soulagement et en même temps, un peu une déception parce que forcément, on est vraiment impatient de partir. On imagine l'impatience qui monte petit à petit, mais tu as dit justement que Brice était copilote. Comment ça a été décidé qui allait conduire justement cette 4L? Est-ce que vous étiez en mesure de le faire tous les deux ou justement vous avez tiré au sort entre vous deux? Alors en fait, de base, le projet, il était parti d'une idée que j'avais eue avec mon frère aîné. On avait eu cette idée il y a plusieurs années de ça et je lui ai proposé en décembre 2020 de le faire ensemble. Et il m'a dit que pour lui c'était pas possible, il n'arrivait pas à se projeter au niveau des études après, il n'avait pas encore son alternance, donc c'était pas évident de se dire qu'il pouvait faire le 4L Trophy. Et donc finalement j'ai dit tant pis je vais trouver un autre copilote et j'ai proposé à Brice. Et en fait comme l'idée venait de moi, au final on s'est dit que c'était moi le pilote et lui le copilote, mais on s'est
très bien qu'on va conduire tous les deux. Enfin, de toute façon, il y a trop de kilomètres, il y a 6000 kilomètres. Le pilote peut pas assurer la conduite tout le temps. Donc, je pense qu'on va vraiment se relayer assez régulièrement et que finalement, le titre de pilote et copilote, c'est un peu juste un titre indicatif pour savoir qui est qui. Et bah justement, tu as dit que c'était toi qui avais eu l'idée. On a eu la réponse de Mathilde juste avant. Et bah comment t'es venue l'idée de prendre part à une telle expérience ? Honnêtement, je me rappelle plus vraiment, mais je pense que voilà, c'est en voyant tout simplement des vidéos sur Insta, des reportages aussi sur les journaux de 20 heures, tout ça, qui forcément donnent un peu goût à l'aventure. Et puis voilà, ça reste une voiture mythique. La 4L, je pense qu'on a tous une petite histoire à raconter avec la 4L. Je pense que voilà, quand tu vois ton grand-père qui en a une et tout, forcément, on connaît tous une histoire un peu avec la 4L, on a tous envie de partager un peu cette histoire entre guillemets. Et là, en l'occurrence, bah voilà, nous l'idée c'était, pour moi en tout cas, l'idée c'était ça, c'était de partir à l'aventure avec une 4L, une pauvre voiture qui a que 34 chevaux et sans vraiment savoir où on va, quoi. C'est vraiment ça l'idée en fait. Et toi justement, bah c'est quoi ton histoire autour de la 4L, comme tu nous parles d'histoire et de passer avec une 4L, c'est quoi justement toi ton historique? Bah, au final, du coup, nous, la 4L, on est allé la chercher à Versailles en mai l'année dernière, donc il y a presque 1 an. Et ouais, l'histoire qu'on a avec elle, en fait, c'est pour le moment, elle est pas vraiment écrite, mais on a beaucoup attendu avant de l'avoir parce qu'on n'avait pas l'argent, donc on avait dit au propriétaire, voilà, de la mettre de côté pour nous. Mais une fois qu'on l'a récupérée, voilà, on est monté en train la chercher à Versailles. On l'a regardé et tout. Je sais qu'on était comme des dingues autour de la voiture. Enfin, forcément, on l'attendait depuis super longtemps. Et après, on est parti. On a traversé du coup toute la France, de Versailles à Haute-Savoie. Du coup, on a traversé toute la France pour rentrer. Et on a fait ça avec juste une carte Michelin sans GPS pour justement choper un peu ce goût de l'aventure et être un peu déstabilisé au niveau de l'orientation. Voilà. Ok, très bien. Mais justement, on était avec Mathilde tout à l'heure qui nous expliquait aussi comment ils ont fait pour trouver les sponsors, préparer la 4L. Justement, Mathilde, est-ce que tu auras un conseil à donner justement à Jean-Pascal, par exemple, pour les derniers peaufinements pour la 4L ou les sponsors, les derniers, s'il leur manque encore quelques sponsors, comment ils pourraient se débrouiller pour chercher tout ça? Pour les sponsors, j'avoue que j'ai pas trop d'idées puisque nous, on n'a pas vraiment galéré. On connaissait bien les entreprises qui nous ont donné des sous. Après, pour la 4L, pensez à bien la préparer parce que dans le désert, il se passe tout et n'importe quoi. J'ai le souvenir de l'aménagement à l'arrière de notre 4L. On prend un trou dans le désert et tout se barre au final. Et ma tête touche le plafond de la 4L. Donc vraiment, accrochez bien tout. Et pensez aussi à prendre des masques parce que le sable, ça rentre partout dans la 4L. Et dans le nez aussi. Ouais, ça, c'est vrai que c'est un truc qui me fait un peu peur quand même au niveau du sable. Il faudra tout nettoyer et tout. Puis même pour les vêtements, enfin, quand tu vas dormir sous la tente, à mon avis, ça doit être quelque chose. T'auras le souvenir après de l'odeur du moteur de la 4L qui chauffe le matin. Et à chaque fois que tu sentiras cette odeur partout où tu iras, tu te souviendras de ton réveil dans la tente au milieu du désert et réveillé bien sûr par la musique du 4L Trophy. C'est un enfer. Ouais, j'ai hâte, clairement j'ai hâte. Et justement, Jean-Pascal, ça te fait pas trop peur tout ce qu'elle te dit là, Mathilde, à l'instant? En même temps, je me dis d'à côté, voilà quoi, c'est le jeu. Et puis sur le moment, forcément, ça peut être un peu déstabilisant, mais vu comment elle en parle, je pense que ça reste des bons souvenirs. Donc ouais, franchement, non, j'ai clairement hâte. Et bah toi, Jean-Pascal, est-ce que tu as une question, des interrogations un peu plus, des choses qui te viennent en tête que tu aimerais poser à Mathilde aussi, qui pourraient te rassurer ou non, justement te mettre encore un peu plus l'eau à la bouche? Ouais, j'avais une petite question quand même. C'était surtout au niveau pour le bateau. Voilà, c'est un truc que je sais pas exactement comment ça se passe. Tu sais, pour passer de l'Espagne au Maroc, je sais qu'il y a un classement. Enfin, c'est en fonction un peu du dossard. Ouais. Mais j'ai pas trop compris comment était la traversée finalement, si c'était une traversée libre ou voilà, si c'était de nuit, juste si t'as 2-3 infos là-dessus, c'est vrai que ça pourrait être cool. Alors du coup, c'est en fonction de ton dossard, ouais, ils vont te mettre il y a 3 départs, il me semble. Donc A, B, C. Donc il y en a qui vont partir, il me semble que les premiers c'était à 3h du matin, après 5h du matin et 8h. Et tu pars de, je sais plus comment ça s'appelle, de la fin de l'Espagne, quoi, pour aller
au Maroc. Et là, ils t'envoient donc tous dans le ferry. Faut rentrer les 4L et là, tu vas t'amuser parce que c'est un puzzle. Et donc, tu rentres dans le bateau avec ta 4L. Nous, je me souviens qu'il y avait eu un problème avec le ferry. On avait attendu 3 heures sur le quai. Et ils te précisent bien ne pas klaxonner. Vraiment, fais-toi plaisir, klaxonne. C'est ce que tout le monde fait. Et après, tu prends le bateau, t'échanges tes sous dans le bateau aussi. Ils te mettent ton petit tampon sur le passeport et là, ça commence et c'est parti. Ok, ça marche. Super. Et justement, est-ce que, avant qu'on libère Jean-Pascal, justement, est-ce que Mathilde, t'as un dernier conseil à leur donner qui te vient en tête à l'instant ou quelque chose qu'il ne faut pas oublier avant de partir? À pas oublier une doudoune pour dans le désert pour la première nuit parce qu'il fait très très froid. Qu'est-ce que j'avais pensé? Je sais plus, juste te faire plaisir, profite un maximum. Te prends pas la tête avec ton coéquipier parce que c'est arrivé sur la première aire d'autoroute. On était à Biarritz, 2 filles se sont pris la tête sur la première aire d'autoroute. L'aventure s'est arrêtée là, c'était très drôle, mais bon, pour elles, pas tant. Mais vraiment, juste profitez, allez-y à fond et vous aurez des souvenirs extraordinaires en rentrant. C'est vrai que c'est marrant ce que tu me dis à propos du fait de pas se prendre la tête avec son copilote. Je sais que la première question que j'ai posée à Brice avant de lui parler de l'aventure, c'était mec, est-ce que tu te sens prêt de passer 15 jours non-stop à moins de 2 mètres de moi 24 heures sur 24. Et c'est vrai que c'était vraiment la question décisive parce que si on peut pas se blairer, on était sûr que ça allait foirer quoi. Et on verra bien, mais je pense qu'on va réussir à se supporter quand même. Et bon courage en tout cas. Et Jean-Pascal, j'espère que en tout cas ça t'a pas découragé ni effrayé ce que Mathilde a pu te dire. J'espère que t'es toujours autant motivé. Ouais, la motivation bouge pas. Et c'est super. Pas. Et en tout cas, on va te remercier d'avoir pris le temps de répondre à nos questions parce que je sais que tu as un emploi du temps très chargé. En plus, aujourd'hui, que tu as fait exprès de te libérer de tes cours pour venir répondre à nos quelques questions et passer à la radio. Je voulais juste rappeler qu'on va pouvoir suivre justement l'IoT en 4L, donc Jean-Pascal et son copilote Brice tout au long de leur compétition. On va diffuser de l'actualité sur nos réseaux sociaux et sur leurs réseaux sociaux aussi. Donc vous pouvez aller voir leur Instagram, l'IoT en 4L. Et puis bien évidemment, on leur souhaite bonne chance, bon courage et qu'ils s'éclatent un maximum dans cette compétition. En tout cas, merci beaucoup Jean-Pascal et on te souhaite une très bonne journée. Super, salut. Merci bien. À la prochaine, ciao. À la prochaine. Et puis Mathilde, on va te remercier également aussi. Un grand merci d'être passé parmi nous aujourd'hui et puis d'avoir apporté cette expérience vécue. Et puis on va te souhaiter aussi une très bonne journée. Et puis si tu veux revenir, t'es la bienvenue quand tu veux. Merci beaucoup, avec plaisir. Et puis là, on va enchaîner justement avec un micro-trottoir. Parce que la semaine prochaine, comme vous le savez, c'est la Saint-Valentin, le 14 février. Et ça va arriver à grands pas. Et justement, vous le savez, cette fête devient de plus en plus commerciale pour les étudiants. Et donc, on est parti à la rencontre de nos jeunes pour avoir leur avis sur la situation et sur cette fête. Et c'est parti, on peut envoyer l'audio. Pour moi, c'est une fête que je fête pas plus que ça. Après, je suis avec ma copine, on passe du bon temps ensemble, mais y a pas plus. Enfin, c'est assez commercial, donc y a rien vraiment derrière. Alors personnellement, je fête pas spécialement la Saint-Valentin. J'aime bien juste passer un moment avec mon copain. Je trouve que c'est une fête qui se commercialise de plus en plus. On voit des menus Saint-Valentin dans les restaurants. J'ai même vu des réductions dans certains magasins. Donc je trouve que ça prend vraiment de plus en plus d'ampleur avec les années. Pour moi, la Saint-Valentin, c'est plus commercial qu'autre chose parce que c'est pas juste un jour qu'on peut offrir des trucs, des cadeaux, tout ça. Et donc voilà. Alors cette année, pas grand-chose, vu que je suis célibataire. Je vais envoyer un bouquet de fleurs à ma meilleure amie et elle va m'envoyer un bouquet de fleurs. Voilà, autant rester célibataire, on a des cadeaux. Alors oui, je fête la Saint-Valentin avec ma copine. Ça va faire la deuxième qu'on va passer ensemble. Et pourquoi ? Parce que c'est un peu inscrit dans les traditions et que c'est quand même une bonne occasion de se retrouver. Pour moi, je pense que pour certaines personnes, ça a encore une signification très importante, mais ça reste quand même assez commercial. Et moi, je pense que c'est surtout une fête commerciale par rapport à toute la pub qu'on peut en faire et les dépenses qu'on voit, etc. C'est pour moi une fête qui est quand même, je la trouve pas commerciale parce que c'est l'occasion de faire plaisir à son partenaire, même si je suis quand même sur l'idée faut faire plaisir tout le temps, sauf à la Saint-Valentin à la limite. Et c'est pas pour ça non plus que je la fêterai pas. Pour moi, la Saint-Valentin, je trouve que c'est quand même un événement assez commercial, mais après c'est vrai que pour les couples, ça permet de faire des activités qu'ils auraient peut-être pas l'habitude de faire en temps normal, et donc du coup, ça casse la routine.
Et ce que moi, je penserais faire pour la Saint-Valentin serait peut-être sûrement un restaurant, quelque chose de simple. Je trouve qu'il n'y a pas besoin d'en faire trop. À partir du moment où on est avec la personne qu'on aime. Bah écoute, moi je pense que la Saint-Valentin c'est une fête qui est un peu commerciale, un peu surfaite, mais quand elle est vécue avec la personne que t'aimes, ça reste quand même un bon moment de joie et de convivialité. Donc voilà. Alors du coup, moi je pense que la Saint-Valentin ça reste quand même une fête commerciale, mais au final c'est une belle fête et ça permet aux couples de se retrouver ce jour-là, de se faire des restaurants, des cadeaux, des choses comme ça. Et je trouve ça cool. Et pour ma part, je pense que je vais la fêter avec mon copain et puis voilà. Alors pour moi, la Saint-Valentin, ça évoque du coup évidemment la fête de l'amour. Donc pour moi, c'est l'occasion de montrer à sa copine ou à son copain qu'on l'aime. Donc d'organiser quelque chose d'un peu spécial, par exemple un cadeau ou un restaurant. Enfin, ça fait toujours plaisir. Mais bon, moi après en tant que célibataire, je vais pas faire grand chose pendant la Saint-Valentin. Moi, un petit resto et une petite soirée en amoureux, très cosy. Moi, j'ai préparé un petit repas et on va faire un petit dîner aux chandelles. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Eh bien, vous êtes toujours en direct avec nous sur Radio Grand Lac, le 92.1 FM, le grand bain de la vie locale. Justement, on a entendu nos étudiants parler de la Saint-Valentin. Ça va être un petit peu moins de l'amour, mais il y en a qui ont prévu des dîners aux chandelles. Et toi, Julien, qu'est-ce que tu nous as prévu pour la Saint-Valentin ? Moi, je pense qu'avec ma copine, ça sera plus ambiance match Ligue des Champions. c'est moins glamour, mais c'est tout aussi bien. Je pense qu'il y a moyen de passer un bon moment quand même. Et quelle équipe ? Quelle équipe? C'est Manchester City, si je dis pas de bêtises, contre le Benfica ou le Sporting, je ne sais plus, je sais plus où je vis. Donc pas la Saint-Etienne. Non, ça risque pas. Ça c'est moche ce petit tacle, on sait que Pablo est pour l'Olympique Lyonnais, c'est un petit peu moche ce petit tacle, je le prends mal en fin d'émission, C'était gratuit, je l'avoue. Bon, il est temps pour nous justement de raccrocher l'antenne. On va vous annoncer le programme justement qui va venir sur Radio Grand Lac toute la journée. Donc on va avoir à 12h30 Your English Weekly avec Sinead, justement pour la petite chronique anglais. De 13h à 14h, on aura la tendance d'écho avec Jessica que vous retrouvez assez souvent et que vous appréciez plutôt bien. De 14 à 14h15, ça sera C'est de toute beauté. Une petite chronique que tu devrais apprécier, non Pablo? Tout ce qui est maquillage, tout ça, non? C'est pas trop ton truc, ton style? Pas vraiment, mais j'apprécie aussi le petit tacle. C'est de bonne guerre. Et enfin, à 18h15, donc pour la fin de journée, vous aurez Un jour, un lac, un entrepreneur, donc une émission économique et on parlera comptabilité, la matière préférée de Julien, justement, qu'il a loupé ce matin d'ailleurs. Ouais, je m'en veux. D'ailleurs, je présente mes excuses à Monsieur Lopez s'il nous écoute. Mais en tout cas, on va remercier tous nos invités, que ce soit Yves Dimier, Mathilde Ridel, Jean-Pascal Chéniaud et Louana Zolin qui est venue nous faire un très beau direct musical où elle a été irréprochable et c'était une très très belle émission. Et je remercie aussi Bernard Portugal, l'homme de l'ombre, qui est toujours là derrière pour nous aider à préparer les émissions. Et puis Pablo, encore une fois. Ouais, évidemment, et Radio Grand Lac surtout aussi, avec Sandra qui est avec nous en plateau, qu'on remercie encore pour tout ce qu'elle fait ici. Et puis on va on va vous laisser justement avec le Maxime qui va nous présenter son journal national et local avec toute l'actualité en France et dans la région. On vous laisse avec Maxime. On va quand même faire encore une petite pause musicale parce que Maxime arrive, est en train de s'installer. Les garçons, moi je voulais vous féliciter pour cette belle deuxième émission. J'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, mais ça fait rien. C'est avec bonheur d'avoir accueilli encore ces jeunes de l'INSEC. Bravo pour ce que vous avez fait. C'est pas évident. Alors pour les auditeurs qui sont à l'écoute et qui adorent et qui kiffent cette émission, sachez qu'on est en partenariat avec l'INSEC et pour nous, pour la radio, c'est fondamental. Cette éducation aux médias. On est ravis de le faire et c'est chouette ce que vous faites. Donc les auditeurs auront la chance de vous retrouver dans un mois environ, au début mars. Donc soyez bien à l'écoute. En tout cas, c'est super chouette ce que vous avez fait. Il y avait du monde dans le studio. Je crois que vous avez bien un petit peu compris maintenant comment se construisait une émission de radio. Et moi, je suis ravie que ça se fasse en partenariat avec l'INSEC. Voilà. Place à Maxime sur Radio Grand Lac.